Mais oui, puis le jugement est très présent. Tu sais, il y a des gens de mon entourage avec qui j'ai coupé les ponts. L'inconfort, les silences, le malaise, la lourdeur, le refus de s'approcher d'elle, de la prendre dans Ben leurs bras. voyons donc, pour Ouais. vrai, hein? Ouais, j'ai vu des regards de dégoût à la limite. C'est toujours un peu fascinant, je te dirais, parce que c'est ça, la réaction des gens. On se dit, on est habitué, oui, mais il faut encore en parler beaucoup. Parce que. Il reste un malaise, un tabou. Puis Les c'est- tabous restent, on dirait. Oui, puis c'est normal. Tu sais, ce qui est différent, ça fait peur, mais il faut l'expliquer. Fait qu'on dirait que c'est juste que des fois, quand ça vient d'adultes, je me dis là, oh non, t'es la personne qui devrait être en mesure de l'expliquer aux enfants. Parce que les Absolument. enfants ont cette ouverture-là que souvent les adultes ont peut-être pas. Parce qu'ils n'ont pas changé le regard assez vite dans la vie. Ouais. Il y a beaucoup de culpabilité aussi parmi les proches aidants. Il va y avoir de la culpabilité, de l'impuissance, toute cette anxiété-là, l'inquiétude qui va se présenter. Mais aussi, c'est beaucoup de l'incompréhension de l'autre. Donc, des fois, des gens qui vont justement ils vont se préserver de tout ça, ils vont couper les liens, mais c'était pas ça qu'ils voulaient. Donc, de mettre des mots, de réunir ces gens-là, c'est ce qu'on veut. Bonjour, ici Marina Orsini. Bienvenue à la 5e saison des Histoires qui résonnent, le balado des proches aidants. Un balado produit par l'Appui pour les proches aidants, qui est un organisme qui œuvre chaque jour pour soutenir et accompagner les personnes proches aidantes à travers le Québec. Cette semaine, nous abordons un aspect souvent tu, on n'en parle pas, mais pourtant si présent dans la vie des proches aidants, c'est le regard des autres. Ces regards qui sont parfois bienveillants, parfois interrogateurs, souvent maladroits, qui se posent donc sur nos proches et leurs différences et sur nous aussi qui les accompagnons. Alors, comment composer avec les jugements, les commentaires, l'incompréhension? Comment protéger notre proche tout en l'aidant à prendre sa place dans la société? Comment transformer aussi ces regards-là en occasion d'éduquer et de sensibiliser? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec Joanie Dupré-Roussel, qui est maman de Léa Rose, qui vit avec le syndrome de Treacher-Collins. On a aussi la comédienne Frédérique Dufort qui va nous parler de son frère Philippe Olivier, autiste, alias Philou, et aussi Caroline Morier du Carrefour en santé mentale pour les familles et l'entourage. Alors, comme à l'habitude, c'est des témoignages authentiques qui nous rappellent en fait que derrière chaque différence, il y a une personne qui mérite d'être vue pour qui elle est vraiment. Alors, bienvenue au balado des proches aidants. Aujourd'hui, j'accueille d'abord Joanie Dupré-Roussel, qui est travailleuse sociale, mais je dirais surtout dans ce cas-ci, la maman de Léa Rose, qui a 6 ans et qui vit avec le syndrome de Treacher-Collins. Joanie, bonjour. Merci d'être là. Puis là, moi, je suis allée faire un tour sur tes réseaux sociaux parce que toi, tu as choisi, en fait, de sensibiliser la population à ce syndrome-là, à cette réalité-là. Tu écris des livres aussi. On te retrouve parfois à Amis Télé parce que tu portes vraiment cette cause-là dans ta vie, dans ton cœur, dans tout ce que tu es, en fait. Absolument. Ça a été une décision qui a été prise vraiment tout doucement, graduellement, mais très motivée par l'anxiété. On devient maman d'un enfant qui a hérité de notre génétique. C'est un immense bouleversement. Mais tu sais, je pense que juste être tombée maman, c'est déjà un bouleversement. Exactement. Plus cette culpabilité-là, du moins moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, embarque. Ah, ben je veux que tu me parles de ça, mais quand on fait justement la lignée de la génétique, tu as ce syndrome-là. Ton père vit avec ce syndrome-là. Grand-mère. Ta grand-mère aussi, mais ce que j'apprenais dans la recherche, c'est que ton père, on ne le savait pas vraiment parce que ça paraît pas vraiment. C'est vraiment très subtil. Tu sais, il y a certains traits distinctifs. Tu sais, des petites oreilles basses, les yeux qui peuvent être un peu tombants, mais ça peut vraiment se fondre dans la masse, là, sincèrement. Exact. Fait qu'il y a différents niveaux de sévérité. C'est ça. Puis donc, c'est une condition génétique congénitale qui veut dire que c'est transmis par un parent. Tu peux l'avoir dès ta naissance ou ça peut se développer aussi au cours de ta vie. C'est ça, hein? Non. Ah, c'est vraiment de naissance. C'est vraiment de naissance. OK, Fait qu'on est vraiment parfait. dans un gène qui est transmis, puis là, on est dans le Exactement. 50-50.
OK, fait que déjà, de dire, tu sais, notre thématique, c'est le regard des autres aujourd'hui. Fait que moi, je partirais de toi, tu sais. Toi, tu l'as, c'est pas très évident, mais tu as vécu avec ça. Ça a été quoi, toi, ton parcours d'enfant, de jeune femme, d'adolescente? Puis, tu sais, il faut rajouter que tu as 40 ans. Mhm. Fait qu'il y a 40 ans, là, où il y a, mettons, 30 ans, 35 ans, il me semble qu'on n'en parlait pas beaucoup de ça. Fait que ça a dû être particulier. Ça a dû être particulier, surtout pour mes parents. Tu sais, déjà, je vois qu'ils n'ont pas la même expérience que moi j'ai. OK. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'en vieillissant, les gens me disent, ça paraît pas tant que ça. Puis pourtant, quand j'étais jeune, je pense que c'était beaucoup plus évident. Puis je sais pas qu'est-ce qui explique ça. Les hormones, on grandit, on se transforme. C'est-tu peut-être juste être bien dans sa peau aussi? Surtout, j'imagine. Je pense que c'est ça, à un moment donné, qui fait que ça doit transcender les traits physiques ou... Étais-tu bien dans ta peau? Est-ce que tu as grandi au sein d'une famille qui t'aidait à être bien dans ta peau? Moi, j'ai rien à dire sur ma famille. Ils ont été très supportants, vraiment supportants, Ouais. mais c'était peut-être pas un sujet qui était ouvert à la maison, tu sais, la différence. C'était pas tabou non plus. Mais on parlait pas de ça. On parlait pas de ça, puis je pense que c'était juste comme ça il y a 30-40 ans. Tu sais. Mais le Donc- regard des autres, là, justement, est-ce que tu te sentais différente? Est-ce qu'on te faisait sentir différente à l'école? Tu sais, Oui. l'école, c'est dur, les enfants. Hein? C'est dur quand on est Oui. petit, là. Ça a été super difficile, surtout à l'adolescence. Donc oui, je percevais le regard des gens. Donc, tu sais, on parle vraiment de regards qui sont insistants, pointés, des moqueries, des allusions à hey, ton œil, hey ci, hey ça. Donc, puis tu sais, je pense que les gens savaient pas comment aborder ça Ben non non. plus. Fait que, tu sais, c'était vraiment dans le regard, mais il y avait aucune discussion, aucun échange, tu sais, par rapport à ça. Puis le moment où ça a été le plus difficile, c'est vraiment à l'adolescence. Où là, C'est quoi? ben, je pense que l'adolescence, en partant, C'est difficile. c'est une période qui est rough. Mais le changement d'école, il y a eu tout le développement, moi, en tant que femme. Puis là, ben, à un moment donné, tu te dis, est-ce que je vais être aimée, moi? Tu sais, je commence Vouloir à avoir... appartenir à un groupe, être remarqué, les garçons, les filles, les Oui. élans du cœur, du corps, c'est ça l'adolescence aussi. Hein? Exactement. Donc, moi, est-ce que je vais être aimée pour ce que je suis? Est-ce qu'on va me trouver belle? Est-ce que j'ai une valeur? Fait que ça a été quelque chose de présent pendant toute mon adolescence et très difficile. Puis, il y a eu de l'intimidation aussi, parce qu'évidemment, ça vient un peu ensemble. Quand on parle de différence, on va aller vers cette possibilité-là d'intimidation, puis je l'ai eu énormément. Et ça, moi, je n'en parlais pas. T'sais, Donc, toi, tu revenais chez vous et tu t'exprimais pas ça. Là, tes parents n'étaient pas vraiment au courant de ce que tu vivais à l'école. non, parce que dans ma tête, ça allait de soi. J'ai un handicap, j'ai une différence, donc ça vient avec. Il y avait comme pas d'autres possibilités. Puis c'est là que maintenant je me rends compte, tu sais, je me dis mon Dieu, mais c'était tellement distorsionné comme idée, ça n'a pas de sens. Puis heureusement, je suis sortie de ça parce que j'aurais pu ne pas en sortir. Ben oui. Tu sais, ça vient à un moment donné, c'est lourd, ça traverse les années, puis des idées suicidaires, j'en ai eu. T'sais. Ah oui. Hein? Fait que là, ça va. Tu sais, j'ai eu l'aide, j'ai eu le support. Puis, tu sais, c'est là, justement, où mes besoins ont été considérés. Mais puis, est-ce que tu es allé chercher de l'aide? Ça veut dire quoi, ça, avoir de l'aide, surtout à l'adolescence? ben, ça a pris une lettre suicidaire qui a été trouvée. Et là, ça a été les grosses démarches qui ont été entreprises. Ah oui. Qui a trouvé cette lettre-là? Un prof. Ah, qui est à l'école? Ouais. Donc là, il y a un éducateur qui a appelé chez nous le soir. Puis là, le lendemain matin, il fallait que je me rende à son bureau. Puis là, mes parents ils ont été appelés. Puis, ouais, c'était Oh, ça a dû être des montagnes russes, ça, cette période-là. Hein? des montagnes russes puis beaucoup de frustration. Parce qu'à ce moment-là, ben, je me dis, laissez-moi juste tranquille. Tu sais, ça va déranger qui, là, si je passe à l'acte? Quelle souffrance. Mais ça t'a pas empêché de tomber amoureuse? c'est ça qu'on comprend parce que t'as une petite Lily Rose aujourd'hui. Ton amoureux n'a pas ce syndrome-là. Non, c'est ça, on s'en sort. Puis ça, j'étais vraiment à le mentionner, qu'on s'en sort. Ça veut dire quoi, on s'en sort? On devient heureux, on s'épanouit, on découvre des passions, on se fait des amis. Donc, moi, ça a été plus tard où là, j'ai eu mes premières soirées de sous-sol avec des amis. Puis, T'as quel âge à ce moment-là? 16. OK. 17. Mais c'est arrivé. Puis t'as rencontré ton amoureux avec qui tu es depuis quand même longtemps, je pense. Ben oui. 15 ans, c'est ça? Quelque chose de même. Quelque chose de même. Puis là, ben,
Lui, il était prêt à plonger dans la vie de famille, puis il s'est pas trop posé de questions, qu'il voulait un enfant, tout ça. Toi, tu t'es posé des questions, puis tu as hésité, je pense, longtemps. Pendant tellement longtemps, je me disais je n'aurais pas d'enfant. C'était pas une option. Je le disais déjà très jeune que j'allais pas transmettre ce gène-là. Je voulais pas faire vivre ces difficultés-là à un autre être humain. Parce que c'est assuré que tu transmets le gène. Non. C'est pas assuré, c'est pas garanti que ça va arriver. C'est là que les idées se sont assouplies à un moment donné. Puis c'est plus juste un projet individuel, là, ça devient un projet commun. On est 2 personnes. Puis là, ben il y a des scénarios qui se font. Puis ça, c'est un petit peu naïf là, quand même, mais je me disais, bon, ben là, il y a 50% des chances. Parce que lui, il l'a pas, donc c'est 50-50. Une chance sur 2. Mais dans le 50%, mettons, oui, là, ça veut pas dire qu'il le développe. Il peut l'avoir un petit peu, il peut l'avoir pas beaucoup, il peut l'avoir beaucoup. Donc, on s'est dit, mathématiquement, ça devrait bien aller. On a comme été de l'avant, puis on avait quand même espoir que ça puisse bien se passer. Et est-ce que tu as eu une belle grossesse? Est-ce que c'est une grossesse qui est à risque parce que tu as ce syndrome-là? Oui. Oui. Donc, suivi à Sainte-Justine, des échographies aux 2 semaines. Ah, quand même, hein? C'est un suivi qui est serré, là. Oui, on essayait de savoir justement quelles étaient l'étendue des malformations. Puis c'est là que j'ai su que ça pouvait être pas mal plus intense que ce que je pensais, là. C'était pas juste une surdité puis des traits du visage particuliers. Oui, parce que c'est ça que j'ai oublié de faire, mais ce syndrome-là, il y a la surdité parce que c'est tout ce qui est la tête et le cou. Oui. Les yeux, les oreilles, oui, la parole, la respiration aussi. Puis toi, ta petite Léa Rose, elle a des problèmes respiratoires et de surdité aussi. Oui, elle a une surdité, puis on est vraiment dans la mécanique. Donc, elle est en parfaite santé. Elle n'est pas malade, cet enfant-là. Tout fonctionne, les organes sont là, tout est numéro 1, mais au niveau mécanique, la mâchoire est tellement petite, puis tout est tellement petit, mini, ça vient écraser les voies aériennes, puis de l'œsophage. Fait qu'au début, la naissance, ça allait pas, là. C'est ça. Alors, amenons-nous, la grossesse s'est bien déroulée. Correct, suivi quand même de très près. L'accouchement, est-ce que ça s'est bien déroulé? Planifiée, césarienne. Ça, c'était clair. Oui. Alors, elle est arrivée. Pas un son. Pas un son. OK, quand elle est arrivée, ta fille, là, parce que je t'imagine, tu sais, tous ces mois-là de grossesse, il y a une chance sur 2, mais bon, vous en avez parlé, vous étiez prête à toute éventualité, de toute évidence. Elle arrive, elle naît. C'est quoi ta réaction? Comment tu l'as accueillie, cette petite boulette d'amour-là? C'est vraiment un trou noir. Je m'en rappelle pas. Ah oui, hein? Je pense que ben de un, t'es couché, tu fais une césarienne, je sais pas si t'es passé par là, mais tu sais, on voit rien. Moi, j'entendais rien, je paniquais, puis je pense que je paniquais tellement qu'ils m'ont assommé après. Puis l'idée, c'est que quand un petit bébé naît, ben on veut l'entendre crier, hein, parce qu'il faut qu'il respire, fait qu'on veut l'entendre. Là, toi, il n'y a pas un son, là. Il n'y a pas un son, puis elle part vite en titi. Fait que je la vois pas. Donc, il n'y a pas un son, puis mon chum, ils lui disent « Papa, suivez-nous ». Mon chum se lève. Là, après, je sais plus. Je sais plus qu'est-ce qui se passe. C'est ça, toi, tu n'étais plus là, mais après, tu as su. Oui, je l'ai vu plusieurs heures plus tard dans un petit incubateur, branché, intubation critique. C'est écrit ça en haut, tu sais. Puis, on comprend pas. T'sais, je pense que les premiers temps, là, c'est ce que je disais le plus, c'est je comprends rien. Je comprends pas. T'sais, puis on me parlait, on me donnait de l'information, puis il y a rien. C'est comme un choc quand même. C'est le choc ultime. Moi, je voyais ça comme c'est pas juste le ciel qui tombe sur la tête, c'est le plancher qui s'en va aussi. Là. Oui, mais en même temps, tu t'y attendais. Tu étais quand même un peu préparé à cette réalité-là, ou on ne l'est jamais vraiment? Pas à ça. Ah non, hein? Parce que je le savais pas que ça pouvait être aussi sévère. T'sais. Dans ma tête, les atteintes respiratoires comme ça, j'avais aucune idée que ça se pouvait. Est-ce que j'ai minimisé? T'sais, même après, je me suis dit, j'aurais peut-être dû faire plus de recherches, puis plus m'informer, puis bon, là... Puis tu disais la culpabilité de mettre un enfant au monde comme ça, t'as vécu ça? Ben oui, puis le jugement est très présent. Il y a des gens de mon entourage avec qui j'ai coupé les ponts. Ah oui, hein? Ben oui.
absolument. Comment ils réagissaient, ces gens-là? Ils étaient pas capables de... Je sais pas, ils voulaient te voir moins, ils te voyaient moins, ou ils étaient trop inconfortables de se retrouver avec toi, ton bébé, puis c'était quoi le... Et l'inconfort, les silences, le malaise, la lourdeur, le refus de s'approcher d'elle, de la prendre dans Ben leurs bras. voyons donc, pour Ouais. vrai, hein? Ouais, j'ai vu des regards de dégoût à la limite. Puis là, quand elle est née, la petite boulette d'amour, moi je dis toujours ça, des petites boulettes d'amour, vous êtes quand même... Elle est restée comme 4 mois, là. 4 mois soins intensifs, ouais. Eh mon Dieu, mais OK, là, c'est quand même... de vivre ça, t'es comme dans un sentiment d'alerte, là. Je veux dire, c'est pas juste que t'as donné naissance, mais en plus, elle reste à l'hôpital plusieurs mois, là. C'est une drôle d'affaire parce que tu passes à côté de vraiment beaucoup de choses, tu sais, parce que tu t'imagines, je vais être avec mon enfant tout le temps, 24/7, tu sais, on va faire du Netflix, puis je vais l'allaiter ou elle va boire, peu importe, tu sais, mais là, c'est pas ça. Tu as des horaires. Fait que tu arrives le matin, tu repars le soir, tu laisses ton bébé là. Beaucoup d'interruptions, tu sais, où je suis en train de la câliner, mais ben là, maman, là, on va faire un soin, on va faire quelque chose. Donc là, je me retire, je les laisse faire ce qu'ils ont à faire. Donc, Il y a toujours de l'intervention pendant ces 4 mois-là, là. tout le temps. Puis la raison pourquoi on est resté 4 mois, c'est qu'il y avait de l'apprentissage à faire. Donc là, on n'est plus du tout dans le rôle de parents traditionnels, là. Donc, On est à l'université, on est dans des masterclass à tous les jours, là. C'est exactement ce que je dis. J'ai fait un cours universitaire. Tu sais. Donc, moi, pour ramener ma fille à la maison, je devais réussir des examens, des tests, j'avais des formations à faire. Fait que j'avais le stress. Puis le soir, mon chum puis moi, on se pratiquait. On avait un toutou, là. Puis là, on faisait des tests physiques, on se pratiquait pour pouvoir reproduire des manœuvres en vue d'être assez bon pour la ramener à la maison. Oui, parce que j'ai même fait une liste, là, vous aviez des devoirs à faire, donc apprendre les premiers soins, changer la canule trachéotomie, intervenir rapidement, la gastrostomie aussi, qui est quelque chose. Explique-nous, c'est quoi ça par rapport à la condition de ta fille? Donc, une canule trachéale, c'est vraiment le petit embout de plastique qu'il y a dans le cou. Donc, il y a un trou qui est plein. Parce qu'elle, c'était tout écrasé, puis il n'y avait pas de... La respiration, elle passait pas, là. Ça. Fait qu'on bypass. Fait qu'au lieu de respirer par la bouche, le nez, elle respirait par son cou. Mais là, on a un petit trou de main. Fait que là, dans le corps humain, il y a des sécrétions, il y a ça reste ouvert ça reste ouvert. Fait qu'on est tout le temps en train de faire ce qu'on appelle des aspirations. Donc, c'est vraiment comme un petit cathéter, mini-aspirateur, puis on va nettoyer les sécrétions. C'est être en hypervigilance constante parce que faut vérifier, là. Es-tu en alerte, es-tu en détresse respiratoire? Est-ce que ça va bien? Puis, s'il y a un enfant qui fait pas de bruit. Parce que là, on est dans la morphologie, là, c'est peut-être intéressant, mais je veux dire, c'est que la disposition de la canule, mettons, versus les cordes vocales, ça fait qu'elle faisait pas de bruit. Donc, si elle pleurait, on l'entendait pas. Ben non. Fait qu'il faut la regarder tout le temps. Fait que moi, aller me faire des toasts le matin, là, puis la laisser dans son parc, je faisais ça vite en titi, puis il y avait bien des allers-retours, là. Fait que tu as été dans une... Et tu es encore aujourd'hui. Ta fille a 6 ans aujourd'hui, mais tu es toujours en situation d'alerte puis de vigilance. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Ouais. Parce que ça va bien, c'est ça. Puis ça, mon Dieu, qu'on l'apprécie. Mais tu sais, c'est une cocotte qui grandit, puis la croissance fait son œuvre. Tu sais. Donc ça, tu sais, elle dépend plus de sa trachéo pour respirer. Fait que tu sais, là, c'est vraiment accessoire. Tu sais. Puis ça, c'est un autre aspect de la prochaine danse, être dans les discussions constantes avec des médecins pour voir qu'est-ce qu'on fait. On l'enlève-tu, on l'enlève-tu pas? Puis c'est quoi les risques? Avec quoi on est prêt? Tu sais, qu'est-ce qu'on peut accepter, nous? Mais là, elle va vraiment mieux. Fait que l'hypervigilance a beaucoup diminué. Mais c'est des vieux réflexes quand même. Ben oui. Un enfant dans le besoin, c'est long avant que tu puisses couper le cordon. Peu importe que ton enfant ait un syndrome de peu importe, je veux dire, quand ton enfant a eu besoin d'accompagnement ou a besoin d'accompagnement depuis tellement longtemps, c'est difficile de lâcher prise. Parce que vous, il y a tout récemment, vous aviez un infirmier ou une infirmière qui venait dormir chez vous la nuit parce qu'il fallait qu'elle soit surveillée, puis que vous, à un moment donné, il faut bien que le papa et la maman dorment, là.
Ben oui, on peut pas être dans cette vigilance-là constante. Donc, il y avait une infirmière, elle arrivait à 22 heures le soir, elle partait à 7 heures le matin. Ça, c'était un service du CLSC là, qu'on avait. Est-ce que pendant tout ce processus-là, parce qu'elle est encore petite, mais elle a 6 ans aujourd'hui, est-ce que vous avez eu besoin, hormis là, une infirmière de nuit ou un infirmier, tout ça, mais est-ce que vous avez toujours eu besoin de services tout au long de ces années-là? Donc, il y a eu beaucoup d'interventions, vous avez eu accès quand même à beaucoup de services. Nous, on a eu la Cadillac des services beaucoup à cause de la trachéo. Tu sais, les soins au Québec, souvent, c'est des cases. Il faut cocher des cases, puis là, on rentre dans des programmes, puis on a accès à des bassins de services. Nous, on les cochait, ces cases-là. Et il y avait quelque chose d'assez dramatique avec la trachéo parce qu'on le sait, c'est beaucoup de soins, c'est impressionnant, c'est invasif. Donc, là-dessus, on est chanceux. On n'a pas eu énormément de problèmes. On a eu une infirmière qui a été avec nous pendant 5 ans. Fidèle, elle est devenue vraiment un membre de la famille. T'sais. Mais ça, je trouve ça formidable parce que on parle souvent de notre système de santé qui est défaillant, en tout cas, il est complexe. Oui. Ça, c'est une chose certaine. Moi, j'ai été la proche aidante, comme vous savez, de ma mère pendant 5 ans. Puis, c'est de rentrer dans le système. Puis, une fois que tu es dans le système, c'est de savoir y naviguer. Moi, j'ai toujours ça. Mais on a des soins exceptionnels. Hein? On a des soins extraordinaires. J'écoute ce que tu dis, toi, là, pendant 5 ans, elle est quasiment devenu un membre de notre famille. Une fois que tu es dans le système, là, t'es là, les soins. Oui, ben j'aimerais ça donner un oui encore plus affirmatif, parce que c'est sûr que moi, j'en entends toutes sortes d'histoires. Ouais. Pour ma part, oui. Puis... Faut être vigilant dans le système. Faut être vigilant, j'ai peut-être des avantages d'être travailleuse sociale, donc connaître ce système-là, donc aussi. Naviguer dedans, je suis capable. Mais il faut développer aussi ces aptitudes-là. Puis ça, on n'apprend pas. On n'a pas cet enseignement-là, je trouve, à devenir proche aidant. C'est aussi niaiseux que de prendre les numéros de téléphone en note, faire le suivi de ses demandes. Ce qui demande beaucoup d'énergie aussi, on va se dire. Il faut être proactif. Faut être proactif. Tu peux pas rester assis et attendre que le service vienne à toi. Il y en a peut-être une petite partie qui va venir, mais c'est ça. Il faut que tu ailles te chercher des outils, parce qu'il y en a des outils. Mais il faut être proactif. Oui, puis il faut les dire des besoins. Il faut dire nos attentes. Puis j'ai du monde merveilleux là, à Sainte-Justine. Sincèrement, je me retiens des fois de ne pas les appeler mes amis. Là. Mais tu sais, quand tu as une infirmière qui vient te porter un cathéter chez vous à 7 heures le soir, là, on s'entend là, que c'est quelqu'un qui a le cœur gros, là, tu sais, puis qui est merveilleuse, elle va se reconnaître. Mais, tu sais... On la salue. On ne connaît pas votre nom, mais on vous salue. Mais c'est ça, c'est des gens qui nous font un bien fou, puis, tu sais, qui m'aident, moi, à me développer, mais, tu sais, aussi à rester maman. Parce qu'à un moment donné, on l'oublie aussi. On se dit, là, je deviens infirmière, je deviens ergo, je deviens nutritionniste, là, je fais des exercices, là. Tu sais, je suis tout le temps en train d'essayer de la pousser encore plus loin, ma fille. Mais c'est quand que je suis maman, moi? On se ramène à notre thématique d'aujourd'hui, le regard des autres. Ta fille est encore petite, mais là, elle a 6 ans. Elle va à l'école aussi. Hein? Elle va à l'école normale. Comment c'est organisé comment sa vie, quand on dit normal? C'est quoi normal, en fait? Mais c'est quoi, là, au niveau scolaire? Elle est rendue où dans ses étapes de vie? Léa Rose, elle est en première année. Elle est dans une classe adaptée dans une école régulière. Donc, c'est une classe qui a un mandat régional pour les élèves avec une déficience auditive et langagière. Donc, ils ont quand même plus de ressources. Ils ont des orthophonistes aussi. Donc, tu sais, c'est vraiment pour optimiser là, le développement de ces enfants-là, puis leur permettre ultimement d'aller au régulier. Okay. Donc, là, elle est dans une classe adaptée. Donc, ils sont 4-5 enfants. Ils ne sont pas 36, là. Ça aussi, ça change la donne. Ça change beaucoup la donne. Parce que c'est pas simple. Un enfant qui a des besoins particuliers, ça vient, tu sais, elle est cute, elle est petite, mais elle en a dedans, puis c'est pas facile tous les jours, nous aussi, là. Fait qu'ils sont équipés, là, mettons, pour pouvoir nous aider. Parce que au niveau de sa santé, là, la trachéo, tout ça, ça continue. Il faut être vigilant avec ça, là. Absolument. Fait qu'eux autres aussi, là, à l'école, il faut qu'ils connaissent, il faut qu'ils sachent comment gérer tout ça. Toi, il faut que tu aies confiance qu'à part des 8 heures par jour, puis qu'elle va revenir là, à la fin de la journée. Hein? Absolument. Oui. Puis ça, c'est à chaque début d'année, j'organise une formation
formation qui est donnée par Sainte-Justine. Ils vont à l'école, puis ils vont expliquer justement tous les soins qu'il y a à faire. Ça implique ça. Est-ce que ça a été difficile pour toi de passer cette étape-là? Es-tu allée à la garderie, mais ne serait-ce qu'à l'école, là, de lâcher prise puis de faire OK, je vous la laisse, là, ça a dû être une étape quand même, ben, c'est extraordinaire parce qu'elle peut faire ça, mais en même temps, ça doit être un mélange d'émotions, j'imagine. Je suis contente. Sincèrement, je suis contente parce que on dirait que je me rapproche d'une normalité. J'allais le dire, oui. Puis ça fait du bien. C'est pas facile. Puis tu sais, c'est sûr que le matin, ben, comme tous les enfants, là, tu sais, je veux dire, c'est pas évident. Puis là, elle pleure, puis elle veut pas y aller. Puis... Mais ça, c'est du normal. C'est quelque chose où je vais en parler avec mes amis, puis ils vivent la même affaire. Puis ça arrive pas souvent que mon vécu de maman va pouvoir résonner avec le vécu de quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Donc, non, je trouve que ça fait du bien, puis je vois qu'elle se développe, puis ça me donne aussi une pause, tu sais. Ah oui, du répit pour venir justement parler, aller prendre un café avec des amis, changer les idées, puis tomber dans ce qu'on pense être plus une normalité de vie. Elle se voit comment? Parce que toi, tu l'as vécu, tu es bien placée pour savoir ce qui s'en vient ou les étapes qu'elle traverse ou qu'elle va traverser, mais elle en est où par rapport à sa réalité, son regard sur elle-même? Je trouvais ça cute parce que sur tes réseaux sociaux, d'ailleurs, rappelle-moi ton Instagram, c'est... Petite dame. Petite dame, vous irez voir. Elle est vraiment mignonne, là. Puis des fois, par rapport à des commentaires que vous allez avoir de gens qui passent sur la rue, puis le monde, des fois, sont vraiment pas fins, là. J'en reviens pas. Je peux pas concevoir ça. Puis elle dit que ça fait mal à son cœur, hein. C'est ça, à un moment donné, il y a un des... Oui. Les arroses, ben, de un, nous, à la maison, c'est un sujet qui est abordé, qui est ouvert. Ça, c'était quelque chose qui était important pour moi. Léa Rose est consciente de sa différence, dans une certaine mesure, d'enfant de 6 ans. Je vois une évolution. Je vois la sensibilité qui est peut-être plus présente. Comme quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Comment elle réagit? Je sais pas, quand elle s'habille le matin ou... À la maison, là, il n'y en a pas de problème. La maison, c'est un espace sécuritaire. C'est correct. C'est sortir. Puis, étonnamment, elle va faire une distinction entre un regard passager, comme on a tous, Mm-hmm. et un regard persistant. Ah oui, elle sait ça, elle sent ça. Puis ça, moi, ça m'a vraiment étonnée. Puis c'est là qu'elle me dit, quand on me regarde longtemps, là, j'ai de la peine dans mon cœur. Là, moi, le cœur me scie en mille, c'est sûr. Je me déconfite, tu sais. Mais j'essaie vraiment de... Je ne veux pas tomber dans l'espèce de victimisation. Je pense que moi, j'étais un peu là-dedans, tu sais, quand j'étais plus jeune. J'avais pas d'outils. Comme ça, ouais. Mais j'avais pas d'outils. Je restais pris avec ça. Fait que je me dis, d'un, elle m'en parle, je veux qu'elle continue à m'en parler. Si c'est pas à moi qu'elle en parle, parce que peut-être que ça va venir à un moment donné, je vais être un peu son reflet, puis je le sais pas. Je sais pas comment... Ça serait normal, ça serait possible. Oui, je suis sa mère, tu sais. Fait qu'à un moment donné, maman, tu sais, je me dis, tant qu'elle parle avec, peu importe, mais je veux que ses expériences soient positives. Donc, d'être réceptive à ça, puis de lui permettre de verbaliser, c'est surtout ça que je fais en ce moment. Puis après ça, de relativiser sans minimiser, là, mais tu sais, de lui parler de d'autres personnes qui vivent la même affaire. Ça lui fait vraiment du bien. Fait que je lui montre des photos de d'autres enfants. Les réseaux sociaux, pour ça, tu sais, il y a beaucoup de côtés plus difficiles, mais il y a des super beaux côtés aussi. Donc, puis j'y en parle. Je dis, regarde une telle, tu sais, elle habite à telle place, puis tu sais, ça lui fait vraiment du bien de pas se sentir... Elle se reconnaît, elle se voit, elle aussi, comme les autres. C'est ça, en fait. Hein? Elle n'est pas toute seule. Oui, comparé à toi, peut-être, tu dis, puis c'est une autre génération, il y a 40 ans ou il y a 35 ans. Comme tu dis, chez toi, tes parents, vous parliez pas vraiment de ça. Non. Alors que toi, c'est sorti, c'est là. Puis en plus, avec tes réseaux sociaux, tu écris des livres, tu vas à la télé, tu es ici aujourd'hui. Toi, tu veux démystifier tout ce qu'il y a autour de ça. Ben oui, puis elle est cute, elle veut tout en venir avec moi, là.
Là, elle voulait venir aujourd'hui. Ben, je pensais qu'elle serait ici, moi. Mais non, elle est à l'école. Mais oui, non, c'est ça. Comme tous les enfants est à l'école. Mais oui, elle est à l'école, mais elle voulait venir, là. Elle aime vraiment ça, tu sais. Mais c'est parce que là, je dis, la Rose, ça va dire quoi? C'est bien beau venir, là, mais... C'est moi. Voilà, elle va se mettre devant les caméras. Un autre épisode, ce sera avec les Rose. C'est ça. Mais oui, fait que ça, je trouve ça le fun. Tu sais, je pense que je me dis, bon, ben, Crime, je dois donner un exemple aussi de quelqu'un qui veut prendre sa place, tu sais. Puis ça existe, cette réalité-là. Absolument. Ben oui, t'en es la preuve. Tu sais, t'es travailleuse sociale, t'es super impliquée, t'es amoureuse, t'es en couple, t'as une famille. C'est ça aussi, c'est le reflet. Elle va avoir ce miroir-là toute sa vie, en fait. Hein? Ben, j'espère. Ben, assurément. En terminant, si on dit l'avenir pour ta petite Léa Rose, tu vois ça comment? Puis, Je il me semble n'y vais que pas. Hein? Je vais pas dans l'avenir. Non. C'est trop. Oh non, l'anxiété va prendre le dessus. Mais du plaisir. Moi, c'est ce que je lui dis tout le temps. Je veux que tu aies du plaisir. Je m'attends pas à ce qu'elle prenne un chemin traditionnel. Si elle prend le chemin traditionnel de la petite école, puis le secondaire, puis tout ça, comme tous les autres, mais tant mieux. Mais sinon, nous, on s'adapte. Puis on va être créatifs. Puis on va tout faire pour qu'elle soit heureuse. Puis elle va l'être. Bien sûr. Mais comme tous les parents, il y a eu l'arrivée de cet enfant-là, il y a son parcours, mais là, je dirais pas mal tout équipé pour continuer à avancer vers ses rêves aussi. Hein? Absolument. Ben, Joanie, merci beaucoup. Puis je vous souhaite bonne route. Puis peut-être qu'une prochaine fois, tu pourras nous amener ta petite Léa Rose. Je pense qu'elle va être vraiment contente. OK. Bon, on va peut-être faire ça. Ouais. À suivre. Ça serait drôle. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est au tour de Frédéric Dufort de nous ouvrir, je dirais, les portes de son cœur, puis de sa vie, de sa réalité, auprès de son frère autiste Philippe Olivier. La belle Frédéric a 30 ans, Philippe Olivier 28. Vous êtes très proches. Oui. 18 mois, en fait. Bienvenue, Frédéric. Merci. On jase depuis tantôt, je parlais de mes stress. C'est parfait. Mais elle me fait du bien, c'est comme une proche aidante aujourd'hui. Ce n'est que de l'empathie. Oui, c'est ça. Oui, puis t'en as déjà beaucoup parce que justement, t'as grandi avec un frère autiste. Oui. Vous avez, on le disait, 18 mois de différence. Fait que t'as toujours été très proche de lui. Ça a toujours été l'amour de ma vie. C'est ça, puis tu dis même, c'est mon âme sœur. Ah oui, ben moi, il y a un moment où il a fallu que je comprenne que je pouvais pas me marier avec lui. Puis je me rappelle vraiment d'être sérieuse? Sur le balcon avec mes parents, tu sais, tout le monde se baigne. Puis moi, c'est comme, mais mon frère, c'est celui que j'aime le plus au monde. Il vient avec moi. Fait que c'était comme, ben, je vais faire ma vie avec mon frère. C'est comme la première logique d'enfant dont je me souviens vraiment, c'était ça. Ah, wow. Jusqu'à ce qu'on fasse comme, mais non, c'est pas même ça fonctionne. Mais il y avait comme, c'est un peu comme le concept du pot de colle à l'école. Tu sais, c'est, il vient avec moi. Ah oui, toi, très j'ai toujours été collé sur toi, là. Ah oui, puis c'était non seulement de le protéger, mais juste de savoir que dans la vie plus tard, il allait m'accompagner. Ça a toujours été clair, il n'y a jamais eu de doute là-dessus. Wow! Ouais. Puis, tu sais, on le disait avant de commencer, mais tu sais, comment parce que notre thématique, j'y reviens, c'est le regard des autres, mais je pense que ça part de la maison, de notre enfance, de comment nos parents aussi ont assumé le fait d'avoir un enfant autiste ou un enfant avec un autre, mettons, un autre trait de vie. Je pense que les parents donnent le ton aussi. Fait que, comment ça se passait chez vous quand tu étais plus jeune par rapport à ton frère? Ben, c'est drôle parce que même dans la famille, il y a des jugements. Hein? On n'est pas protégé de ça. Puis rapidement, mes parents ont été très vocaux à ce sujet-là, de défendre la différence. Fait qu'on dirait que c'est devenu un peu mon combat, moi aussi, très rapidement. Je me rappelle vraiment d'aller, par exemple, à la ronde, puis encore ça aujourd'hui, puis à chaque fois, je trouve ça tellement doux. On peut passer par la sortie quand il y a une limitation, quand il y a un petit papier pour ça, fait que, donc pour accélérer le processus. Puis d'entendre des gens passer des commentaires, puis de me retourner du haut de mes 7-8 ans, puis de faire « Oui, il est autiste, il est différent. Il y a beaucoup de stimuli, il a besoin de passer plus vite. » C'est comme d'expliquer ça. Fait que je pense qu'ils m'ont transmis ça très rapidement aussi de « Toi, tu as une voix. » Ton frère, lui, l'exprimera pas. Fait que ça n'a jamais été forcé. C'était comme. Tu fâché des fois, genre, vouloir péter des gueules parce que. Mais. C'est en vieillissant. Ah, c'est pire. C'est en vieillissant que c'est pire parce que t'es comme non, je suis un adulte responsable. Parce que enfant, il y avait quelque chose de mon Dieu, donc bien mature, de dire Madame, ce que vous le dites devant vos enfants et ils entendent. Vous ne donnez pas l'exemple quand tu as 12 ans ou 10 ans. Tout le monde c'est est comme. Cute, puis ben oui. Mais rendu à 27, 28,
la madame, tu sais, je m'en souviens encore, puis je dis la madame qui passait à vélo avec sa fille, puis que mon frère a fait un petit peu de flapping, puis qui a dit hey, regarde-le pas, là, ça te sautera pas dessus ou quelque chose comme ça. Puis j'étais comme. Arrêtez-vous donc, C'est vous, comme, 2 minutes, excusez-moi, venez ici avec ça, votre ça vélo. sautera pas, ça sautera pas, mais ça se peut que moi je saute. Tu sais, c'est comme il y a un peu le. Puis c'est que ça me touche, puis je me rappelle d'être tout petite, puis quand on parlait d'autisme, tu sais, exemple, dans des livres à l'école, je me mettais à pleurer automatiquement. Puis là, on me demandait, tu sais, pourquoi tu pleures? Puis je disais tout le temps, ben parce que je sais que ça va susciter une réaction. Va falloir que je me batte, va falloir que je défende mon frère. Puis c'est pas me battre physiquement, c'était va falloir que je prenne tout mon orgueil puis toute ma force puis que je défende mon frère. C'était comme d'aller au battre. Ouais, d'être un combat perpétuel. Oui, parce que je savais tout le temps qu'il allait, justement par rapport au regard des autres, avoir un jugement. Puis, tu sais, souvent, je le dis, des fois, je fais des conférences, ça, puis je le dis à des jeunes, je fais, tu sais, pensez-vous que j'ai eu honte de mon frère? Ben, je te la pose. Est-ce que tu as eu honte de ton frère? Avec le temps, j'ai compris que ce dont j'avais honte, c'est pas de mon frère, mais bien de la réaction des gens, puis comment les gens allaient le regarder. Parce que la honte, elle venait de là. Tu sais, c'est quand on arrive dans une salle de cinéma, puis Philou, il se met à chanter très, très haut et très, très fort, Hakuna Matata, mettons qu'on. Parce que tu l'as vécu quand t'es allé voir le Roi Lion Ouais. avec lui, c'est ça, hein? Puis qu'il y a un monsieur qui s'est dit, hey, va-tu se taire? Il y a comme un. C'est gênant de se faire dire ça parce qu'effectivement, c'est pas dans les normes. Mais il était 9 h le soir, c'est mon genre de sortie avec mon frère. Puis j'ai dit, monsieur, je vais vous rembourser. Ça va me faire plaisir, mais non, je vais pas y brimer son seul petit bonheur qui est de voir un film de Disney puis de chanter. Puis surtout, vous avez 45 ans, comme. C'est bien grave qu'on chante Hakuna Matata. Ben oui. Fait que, tu sais, il y a ce côté-là où c'est toujours un peu fascinant, je te dirais, parce que c'est ça, la réaction des gens. On se dit, on est habitué, oui, mais il faut encore en parler beaucoup. Parce que. Il reste un malaise, un tabou. Les tabous restent, on dirait. Oui, puis c'est normal. Tu sais, ce qui est différent, ça fait peur, mais il faut l'expliquer. Fait qu'on dirait que c'est juste que des fois, quand ça vient d'adultes, je me dis là, oh non, t'es la personne qui devrait être en mesure de l'expliquer aux enfants. Parce que les enfants ont cette ouverture-là que souvent les adultes ont peut-être pas. Parce qu'ils n'ont pas changé le regard assez vite dans la vie. Ouais. T'es comédienne, on te connaît parce que t'es comédienne, on t'a vu à la télé dans plein de séries, mais t'es aussi autrice jeunesse. Ouais. On te voit même à Salut Bonjour parce que tu fais des chroniques donc littéraires, toujours en lien jeunesse. Ça vient-tu de, peut-être pas l'actrice, mais l'autrice, est-ce que ça vient de ce lien que tu as eu avec ton frère qui t'a donné comme tout un autre, je sais pas, tout un autre aspect ou un regard sur la vie? C'est drôle que tu dises ça parce que j'ai toujours dit que j'allais utiliser ma voix pour donner une voix à ceux qui en ont pas. C'en est une, ça, l'écriture. Ça a toujours été ça. Fait qu'avec l'écriture, puis moi, j'ai commencé à écrire très, très jeune. C'est ma mamie qui me poussait là-dedans énormément, tout ce qui était les arts, tout ça, à juste essayer des choses, à corriger mon français toujours. Mais il y avait vraiment ça, aider quelqu'un à travers un livre. T'sais, moi, je crois beaucoup à ça, on va trouver un livre qui va nous choisir au bon moment puis qui va changer notre vie d'une certaine façon. Tout comme il y a des phrases qui vont avoir aucun sens pendant une période. Tu vas la lire juste au bon moment, une bonne journée. Fait qu'on dirait qu'il y avait ça à travers l'écriture, surtout au niveau des jeunes, parce que c'est là, je pense, qui est le point tournant dans une vie. Et c'est là où la conscience s'éveille aussi, je pense. Hein? Puis à l'adolescence, ils sont tellement intelligents. C'est ça. Tu sais, de leur donner une place pour s'exprimer. Puis je pense que la différence au niveau de la prochaine danse, oui, mais la différence en général, elle s'exprime de tellement de façons. Et moi, j'ai toujours dit, entre mon frère puis moi, plus bizarre, c'est moi. C'est celle qui se pose des questions, qui va se mettre des bâtons dans les roues, qui va se juger, qui va se trouver ci, ça, qui va stresser, qui va avoir peur. C'est moi. Mon frère, lui, sa vie, c'est une bulle de bonheur, tu sais. Il est heureux, ton frère. Ouais. J'ai trouvé ça très touchant quand j'ai lu le dossier de recherche parce que ton frère a 28 ans. Ouais. Donc, alias Philou. Je l'ai-tu dit que son nom, c'est Philou, dans le fond? Ouais. Il a 28 ans, mais en fait, il a entre 7 et 50 ans. Oui. Mais c'est parce que plus jeune, j'ai tout le temps gardé ma réponse d'enfant. Parce que je savais pas comment vraiment l'expliquer. Puis là, en plus, les termes ont changé. Là, on est rendu dans le TSA, fait que trouble du spectre de l'autisme. Puis je trouve que ma réponse d'enfant était tellement logique de dire que, tu sais, mon frère, selon ses forces, puis selon le secteur, il y a un âge différent, mais qu'en moyenne, je donnais 7 ans. Tu sais, c'est comme au niveau de tous les besoins primaires qu'il comblera pas par lui-même, tu fais « Ah, ça fait très bébé ». Mais donc, au niveau de l'hygiène, se faire à manger, il habite encore avec tes parents. Exact, oui. Ouais, donc, tu sais, de penser à le temps, la temporalité, lui, l'espace-temps n'est pas clair. Tu sais, j'explique beaucoup pourquoi il fait du flapping, c'est pour comprendre que toi, tu le sais que tes orteils t'appartiennent. Lui, en bougeant beaucoup, ben là, OK, on le sait que le pied est à moi. Tu sais, même chose au niveau de la stabilité physique. On fait ça, des fois, on va glisser avec lui.
je me dis, il faudrait pas qu'il parte parce que c'est moi qui vais le rattraper, puis il est fait fort. Parce que justement, au niveau de la conscience de son corps, c'est plus difficile. Mais donne-y des manettes, puis un jeu vidéo, il va te passer ça comme s'il avait fait ça toute sa vie. La mémoire, il est phénoménal. Je fais du doublage. Il fait toutes les voix de personnages et il connaît les films par cœur. Probablement du Disney, parce que c'est ce qu'il aime vraiment beaucoup. Il est très fort en français. Très fort en français, ne fait aucune faute. Peut tout recopier sans faute. Peut avoir regardé, exemple, je donne souvent l'exemple de Mario Kart, mais le tableau final avec le pointage, puis 1 mois plus tard, nous réécrire le tableau final avec les pointages exacts sans avoir revu l'image. Puis les maths aussi, là. Ouais. Ah oui, puis moi, j'étais sa professeure, là, enfant. Là. Je m'assoyais en bas, puis on faisait des devoirs, puis on apprenait, puis on faisait des calculs, puis j'aimais ça. Ouais. Comme un Rain Man, hein? Vous rappelez-vous du film Rain Man avec Dustin Hoffman, qui était un personnage absolument qui était autiste? Ouais. Avec Tom Cruise, hein? Ouais. On dirait, c'est cette image-là qui m'est venue, là. Sauf qu'il n'y a pas l'aptitude sociale à pas montrer qu'il est autiste. Tu sais, il y en a qui ont ce filtre-là. Lui, c'est pas du Non, tout. il va arriver, puis il va te prendre, puis il va te faire un gros câlin, un gros bec. Puis ça, c'est tout le monde. Mais je trouve tellement que c'est la beauté de tout ça. C'est que peu importe, tu sais, t'as l'air de quoi? T'es qui? Ah oui, non, il n'y a aucun jugement. Exactement. Puis encore plus avec ceux qui en ont un jugement. C'est ce que j'aime. Puis il y a des belles émissions, je trouve, à la télé là, ces dernières années sur le spectre de l'autisme. Il y a une série que j'aime beaucoup, c'est Love on the Spectrum. Oui, là, c'est-tu beau? où ils essaient de se faire des amoureuses puis des amoureux, puis ils sont tellement authentiques. Ah, j'aime ça. Moi, je suis comme... on voudrait faire ça, puis nous autres, on a plein de barrières qu'on n'ose pas dire. Ton frère, il y a ça, lui. Oui, puis, tu sais, lui, c'est pas nécessairement dans la... côté verbal, tu sais, il va dire « je t'aime ». On n'a pas des conversations complètes. C'est dans l'être, comment il est. Puis des fois, c'est ça, tu sais, quand on parlait d'âme sœur, je sens que je m'emballe, mais tu sais, il y a des moments où je le regarde dans les yeux. Moi, ça, c'est pour ça que c'est super important. Tu sais, même la santé mentale, tout ça. Mon frère, on n'a pas une connexion constante. Mais quand on se regarde puis que je l'attrape, je le sais. Il y a des moments où je peux dire que mon frère était là. C'est drôle à dire. C'est comme il vit tout le temps dans un monde... Plus jeune, je disais beaucoup que j'aimerais ça comprendre, être dans sa tête une journée pour voir où c'est qu'il s'en va quand il y a des absences. T'sais, quand tu pars, puis tu le vois qui... puis là, je suis comme, t'es où? Mais il y a des moments où on se regarde, puis je fais, je viens de voir ton âme. T'es là. On a une connexion. T'sais, je me rappellerai toujours quand on était tout petit, on était dans les jeux chez McDonald's. Ah oui. Puis j'ai eu l'impression pendant 1 heure complète d'être avec un frère normatif. C'est ça, puis t'étais dans son monde, là. Puis on était dans le même monde. On était dans le même monde. Fait que souvent, on n'est pas dans le même. Puis là, des fois, un câlin. On est allé dans le sud l'année passée, puis un moment donné où on était chacun de notre côté de la table, puis il m'a regardé dans les yeux, puis il s'est comme mis à pleurer. Puis les deux, on s'est mis à pleurer, puis tout le monde a fait... Qu'est-ce que vous avez, là? Non, c'est plus... Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Puis c'était comme on se lâchait pas des yeux, puis c'était comme mon Dieu, pendant comme un 10 minutes, mon frère était avec moi, puis on dirait que tout ce que je pouvais penser, on se l'est dit. Tout ce qui, c'était vraiment doux. Fait qu'il y a ces moments-là où, quand j'ai des gens autour de moi qui vont moins bien, quand je sens que j'ai peur un peu, souvent, je vais paniquer parce que je me dis, hey, je sais c'est quoi avoir cette connexion-là avec les gens. Fait que je suis très vocale avec mes amis, je suis très vocale avec les gens que j'aime, tu sais, de leur dire, s'il y a quoi que ce soit, je suis toujours là pour parler. Parce que je sais c'est quoi de pas toujours avoir la connexion avec quelqu'un, puis je trouve que c'est important d'ouvrir la porte à la discussion, à partager tout ça, parce que justement, avec mon frère, quand la porte s'ouvre, c'est comme OK, on saute dedans. Oui, il faut saisir le moment. Saisir le moment, puis c'est tellement précieux. Carpe diem, hein? Ouais. J'ai trouvé ça aussi très beau. Il y a plein de belles affaires dans votre histoire. J'ai trouvé ça très beau aussi que vers l'âge de 4 ans, tu dis ton frère a commencé à faire des crises d'épilepsie. Ouais. Et là, tranquillement, tu l'as vu changer. Puis tu l'as vu comme s'isoler du monde ou de la vie. Tu sais, même le premier... je dirais pas le terme juste pour faire exprès, là, mais la première fois où c'est arrivé, il avait 18 mois. Et comme on a vu une différence, il est allé dans un autre monde, dans sa bulle. Puis c'est comme c'était plus le même filou. Puis c'est drôle parce que je me rappellerai tout le temps en tant qu'enfant, à un moment donné, tu commences la médication pour contrôler ça, s'assurer qu'il en fera beaucoup, pas trop, en fait, qu'il en fera pas beaucoup. Puis que justement, parce que vu que ça peut avoir des atteintes au cerveau, il faut vraiment beaucoup le surveiller. Puis la première fois que j'ai su qu'il y avait des médicaments qui fonctionnaient, puis je me rappelle, c'est ma mère qui m'a dit, les médicaments fonctionnent avec ton frère, tu sais. Moi, dans ma tête, c'est il va revenir. Il était parti un petit moment, puis il va revenir, puis ça, c'était à l'âge de 4-5 ans.
Puis je l'ai encore, j'avais tu sais, dans le temps, des petits cahiers noirs avec crayon gel. Puis je l'avais écrit, Oui. j'avais dit, mon frère prend une médication. Je pense que j'avais déjà avoir 6 ans. Puis alors peut-être qu'il va revenir comme il était avant, quand on jouait comme, tu sais, un frère et une sœur. Puis finalement, ben, c'est pas arrivé, mais reste que, vu qu'il faisait moins d'absence, je l'avais avec moi plus souvent. Oui. Fait que j'ai compris avec le temps qu'effectivement, tu sais, même là, la pandémie, ça a été très, très difficile pour Philou parce que Philou, son langage, c'est les câlins. Et là, soudainement, Il tout le pouvait monde. plus toucher à des gens, là. Et dès qu'on a pu revenir dans une bulle commune, ça a été, tu sais, c'était direct, mais tu voyais que je disais, puis, tu sais, j'ose le dire parce que c'est mon frère, puis je me dis, il faut normaliser la relation frère-sœur, surtout à ce niveau-là. Mon frère, il me tape ses nerfs, des fois. Tu y tapes sûrement ses nerfs aussi. Oh mon Dieu, quand je suis Parce qu'il est émotive. autiste que tu y tapes Oh, non, pas ses nerfs, là. Non, non, puis il me le dit, il me le fait savoir parce que quand je suis émotive, il me regarde, puis il fait. Tu sais, l'air de dire, si tu fais brailler, c'est pas une belle émotion, tu pleures. Voyons, on est Il heureux. est pas verbal, hein? Oui, OK. mais c'est plus que, tu sais, il va me regarder, Ouais. il va vraiment me prendre, puis faire comme, oh. C'est un peu. Qu'est-ce que C'est un t'as, là? jugement. Philou, c'est normal de qu'il y ait cette confrontation-là, mais on dirait qu'en vieillissant, il y a aussi cette beauté-là, ça nous rapproche tellement. Ça nous amène tellement une complicité que les autres pourraient peut-être pas comprendre. C'est Non. pour ça que des fois, je veux le normaliser puis dire, tu sais, mon frère, ça reste mon frère. On va se taper ses nerfs, on va se trouver fatigant, on va des fois vouloir, tu sais, se tirailler un peu. Puis c'est ça qui est beau, c'est que malgré la différence, moi, j'ai jamais connu d'autre chose. Oui. Fait que pour moi, C'était ça, normal. c'était ça, puis Pour j'ai toi. un frère. Donc, tu sais, Exact. la normalité, c'était ça, puis ça a toujours été ça avec tout le monde autour. Fait que c'est pour ça que la pandémie, ça a tellement été étrange, parce que là, soudainement, tu me coupes de la relation du on se donne un câlin, puis ça a été ça avec toute la famille aussi. Fait que, soudainement, il était plus autiste. Puis c'est ça que je disais. Tu sais, j'étais comme, Ah hey! oui. Puis je disais à mon frère, je suis comme, voyons, reviens, là, t'es pas si autiste que ça. Puis il y a des gens, tu sais, ma mère, voyons, on dit pas ça à ton frère. Je suis comme, mais maman, il se tire le chandail, il flappe au bout, tu le vois qu'il est pas bien. Il est malheureux, il est stressé, il C'est est anxieux. ça, il l'a vécu, ça, lui aussi. Ça a pris un bon 2 ans avant que ça revienne. Puis c'est là, Ah oui. ah oui, puis des tocs, puis des affaires que je faisais, Philou, comment on revient? Fait que il y a ça aussi, c'est que c'est comme n'importe quel autre être humain. C'est des montagnes russes, c'est des vagues, puis il faut les suivre. Puis toi, t'es la maman de 2 garçons. Oui. T'as de l'air d'une petite gamine, une petite fouine. T'as un garçon de 5 ans puis un garçon de 4 ans. Qui a commencé l'école. Je suis pas encore crédible dans mon rôle de mère d'école. J'arrive là. Personne tu l'es, là. Mais, En tant que maman, oui. Oui. Mais en tant que, visuellement, quand tu me vois arriver, c'est ça. mais oui. Ouais. Mais tes enfants, par rapport à ton frère, parce qu'eux autres aussi, ça doit être la Ouais. normalité comme toi, t'as grandi. Ben, j'avais tellement hâte que tonton Philou ait sa place, tu sais, de me dire, hey, il va jouer, tu sais, les films de Disney, jouer aux jeux vidéo. Puis, il y a toujours eu ce rêve-là aussi que j'avais pour mes parents. C'est surtout, c'est drôle à dire, mais pour mon père, j'ai pris beaucoup la place du petit frère dans la famille. Puis j'ai beaucoup compensé. Puis, Pourquoi? il y a comme un côté où, vu qu'on est juste 2, j'avais comme un besoin que mon père vive des choses normales qu'il aurait vécu avec son gars. Fait que, tu sais, OK. j'étais celle qui allait au hockey, j'étais celle qui. C'est ça, on a une très belle relation à cause de ça aussi. Mais comme de dire, hey, apprendre à patiner. Tu sais, des choses comme ça, c'est ce que mon père vit maintenant avec mes garçons. Et Oui. quand j'ai su, d'ailleurs, que c'était des garçons, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir une grande, grande crainte. Parce qu'on dirait que dans ma tête, puis je sais qu'il n'y a pas de lien de causalité, tu sais, c'est pas. Mais dans ma tête, c'est un peu comme quand tu as un enfant malade ou quand quelque chose, un proche ou des parents avec l'Alzheimer, tu te dis, est-ce que moi aussi, ça va? Et là, d'apprendre que je suis enceinte de garçon, c'était T'as eu comme une peur. absolument. Mais j'ai pas, tu sais, j'ai pas voulu non plus, j'ai pas fait les tests de trisomie, je savais que j'étais apte à gérer ça. Mais on dirait que je me disais, attends, je vais déjà le gérer plus tard. On dirait que, oui, il y avait comme une anxiété, puis que j'ai osé verbaliser parce qu'au début, j'avais comme un peu honte de le dire, puis je disais, hey, c'est pas correct. Tu sais, de dire, mais non, c'est, hey, ça fait 20, à l'époque, j'avais 24, fait que 24 ans, j'étais enceinte de mon premier enfant, c'était un garçon. Si ça avait été une fille, on dirait que j'aurais pas été stressée. Là, je me dis, oui, quand t'sais, même. C'est logique. Ça a du sens. Hein? on a peur de ce qu'on connaît, vu que, tu sais, que ça nous est arrivé. Puis il y avait comme un. Oui, c'est une beauté d'avoir un frère autiste, mais c'est énormément de responsabilité. Est-ce que vraiment je serais capable de revivre ça de A à Z comme mes parents l'ont vécu? En tout cas, t'es équipée. T'étais équipée pour. J'étais équipée, puis j'admirais beaucoup mes parents parce qu'on dirait que je me suis toujours dit, hey, il aurait pu se laisser tellement souvent. Ben, si tu m'ouvres une porte, tu vois, j'avais pas pensé à ça, Ouais. mais au niveau de tes parents, peut-être que toi, t'as certainement fait une différence aussi dans
dans ton amour, ton implication avec ton frère, ça Ouais. a dû les soulager aussi, tes parents, ça, Oui, non? ben rapidement, tu sais, ils ont compris que j'avais pas été rendue à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, mon scénario restait le même, c'est Philou jamais avec moi. C'était comme, ça a jamais changé, ils m'ont jamais mis la pression. Mais il y a quand même eu des moments où j'ai dû dire à mes parents, je vis ma vie. Tu sais, puis ça aussi, ça a été dur. Parce que tu m'ouvres une autre porte. Ouais. Est-ce que tu t'es toujours considéré ou est-ce que tu te vois ou est-ce que tu acceptes ou tu sais-tu que tu es une proche aidante? Non. Je le Non? disais tantôt, ça me gêne encore. Je trouve ça bizarre. Pourquoi? Ben, en fait, c'est même pas que ça me gêne, c'est que dans ma tête, c'est comme c'est mon frère, c'est normal et naturel. C'est fou, tout le monde, c'est sûr, c'est comme normal. proche aidante. Mais je veux pas le laisser. Hein? Il y a comme cette compréhension-là que j'ai pas. Puis parce que j'imagine, vu que c'est depuis ma tendre enfance, ça a toujours été acquis. C'est sûr. Et il y a aucun jugement pour ceux pour qui ce l'est pas. Mais dans ma tête à moi et dans mon cœur, en fait, c'est même pas dans ma tête, c'est dans mon cœur, c'est comme ça, c'est le cours de la vie. C'est un peu Pas comme. juste une proche aidante, Ben, c'est mon frère. C'est mon frère, tu sais, Oui. puis c'est comme un peu, tu mets au monde des enfants, t'es un parent pour le reste de tes jours. Exact. Fait que ça a toujours été ça, puis là, c'est parce que je suis en train de construire un étage pour mon frère dans ma maison. Non, mais fait je que- le sais parce que tu es en train de te construire une maison Ouais. pas loin de chez tes parents. Ouais. Puis le haut du garage, là, Oui. tu lui fais un appartement parce que lui s'en va vivre avec vous autres éventuellement. là. Ouais. Ça, Ouais. c'est clair pour toi. Ça a toujours fait partie. Mes premiers chums, quand j'avais 12 ans, ils savaient que mon frère venait avec moi un jour dans ma vie. Ça fait partie de C'est dans de le moi. concept, toi. Oui. Puis c'est vrai, c'est drôle, on en parlait tantôt, tu sais, mais la proche aidance aussi, ça a beaucoup été vu, on dirait que je pense peut-être par rapport aux personnes âgées, aux aînés, à nos parents, et non pas dans le quotidien nécessairement. Fait que là, on dirait aussi que ça fait quelque chose de plus concret, de dire ah ben oui, effectivement, mon frère, tu sais, va venir avec moi un jour. Puis oui, mes parents vieillissent, sont encore très jeunes, sont super, tu sais, mais ça fait partie du plan. De ton Logique, plan. de mon C'est plan. ton plan, en Oui, fait. c'est mon plan, oui. Ton frère, il a 28 ans, il a sa vie aujourd'hui. Et je sais qu'il fréquente le centre La Libellule. Oui. Puis ça, c'est un endroit important dans sa vie Ouais. parce que toute sa vie gravite autour de ce lieu-là. Ouais. Alors, c'est quoi La Libellule? C'est quoi sa vie maintenant à 28 ans? En fait, ce qui est merveilleux, c'est que c'est un centre justement pour les personnes TSA qui est sur la rive nord de Montréal. Lui, il va 3 jours semaine. Puis d'ailleurs, je félicite ma mère parce qu'au début, elle l'envoyait juste 2 jours. Il y a un lâcher-prise aussi, je pense que mes parents n'ont jamais eu, qui fait que peut-être j'ai acquis ça aussi, de tout le temps être là puis d'être présente parce que mes parents sont souvent dit et sont pas permis de l'envoyer nécessairement en répit parce que, tu sais, Philou, il est facile. Philou, il est le fun. Philou, c'est des câlins. Philou, fait pas de crise. Puis quand on l'envoyait en répit, il revenait des fois, tu sais, un peu plus intense parce que justement, il copie beaucoup. Il est très caméléon. Et Philou, c'est ça. C'est comme c'est des câlins, c'est de l'amour. Et il lancerait. On est hyper chanceux dans tout ça. Fait que mes parents se donnent pas de break. Fait qu'il y a ça aussi, je te dirais, autant avec la libellule, mais aussi avec le fait d'avoir une maison proche, avec une place pour Philou. Mes parents vont se donner plus de break. Parce que moi, pour moi, c'est comme, hey, les enfants, c'est la fin de semaine, tonton Philou va venir. Fait que notre vendredi qu'on fait véranda à écouter un film, ben, Philou va venir Il l'écouter vient avec nous passer le autres. week-end chez vous. Puis, tu sais, c'est drôle, on est à une ville de distance en ce moment, mais c'est la ville de trop pour que ma mère fasse, on est bien. Je dis quasiment en même temps, mais. Il n'y a pas le goût de sortir finalement en fin de Je suis semaine. comme, non, pas maman, lui. c'est toi qui ne lâche pas prise. Tu sais, pour des parents, c'est hyper difficile, tu sais. Puis j'ose même pas imaginer pour des parents qui n'ont pas cette assurance-là qu'il y a un autre enfant, ou, tu sais, ou qu'il y a des enfants qui, justement, ça les intéresse pas parce que c'est une responsabilité. Non, puis des fois, les C'est- parents veulent pas transmettre cette responsabilité-là à l'autre enfant Oui. ou aux autres enfants. Moi, c'est juste que je l'ai pris direct. Je l'ai pris après, Exact. Mais tu sais. ça, c'est un cadeau de la vie, là. Puis je le dis avec comme un quasiment d'agressivité Oui. de je l'ai pris. C'est Oui. à moi. Pas Tu vous sais, autres qui allez décider. Non, puis c'est drôle parce que même on commence à avoir des discussions avec mes parents où je suis comme ça va être moi qui va décider un moment donné. Puis c'est correct, mais c'est difficile Oh. pour un parent de lâcher prise. Ben Puis oui. maintenant que je le suis, je le sais. Tu sais, de dire OK, il va être ailleurs qu'à la maison. Fait qu'avec la libellule, c'est qu'au moins, il est entouré de plein d'autres jeunes et moins jeunes. Tu sais, il y en a qui ont 50 ans. Je trouve ça tellement beau. C'est Ouais. tellement beau. Ces gens-là ont une pureté de cœur puis d'âme Vraiment. tellement belle qu'on devrait tellement avoir. Puis j'arrive là-bas, il y a un de ses amis, Paul-Étienne, qu'on salue, qui est absolument merveilleux puis qui me voit puis qui est encore gêné.
Puis, tu sais, on se voit, puis je suis comme, oh, mon beau polo. Puis, Il est Ah, intimidé. oh oui, puis mais c'est de l'amour pur. Puis, Philou, il va là, et il y a ce qu'on appelle des gens qui sont là pour aider. Donc, qui ont justement une limitation un peu plus légère ou que c'est plus facile pour eux. Fait qu'ils vont les coacher un peu, tu sais. Puis, c'est de jamais oublier à quel point ils se tirent vers le haut entre eux. À quel point ils peuvent s'entraider, puis c'est beau de les voir aller. Fait qu'ils vont faire des étiquetages. Pendant longtemps, c'était des jouets. Ils faisaient du nettoyage puis du triage de jouets pour la revente ensuite. Philou, il revient de là, puis il est heureux. C'est vivre la vie. Oui, puis exactement. on oublie à quel point, tu sais, c'est difficile d'entretenir un cercle d'amis en tant que personne différente qui... Ben déjà, dans la vie, c'est pas évident pour personne. Déjà d'avoir le soit temps. différente ou qu'on ne le soit pas. Oui. Mais pour eux, tu sais, c'est comme encore mes parents d'organiser, tu sais, c'est aussi ce lâcher-prise-là que tu n'auras jamais. Tu sais, c'est un enfant pour toujours. Fait qu'on dirait de pouvoir être... Oui, mon Dieu, je vais le dire, mais cette proche aidante-là pour mon petit Philou. Puis ça me rend émue parce que, mon Dieu, que je veux juste qu'il soit bien. Moi, longtemps, là, une fille comédienne, scénario. Mon scénario, c'était de Notebook. Moi, mon frère, on s'endort en même temps. Parce que c'est drôle, parce que moi, mon stress, faut pas qu'il me survive. Faut pas que je sois pas là. C'est tellement étrange. beau. Je l'ai pris vite, ça. Je suis comme, non, Philou puis moi, on va se coucher comme ça. Et puis, maintenant, on va s'endormir. Ça va être ça. On se réveillera plus jamais. Mes enfants vont faire, hey, elle avait raison, la torieuse. Elle est partie avec son frère. Elle est partie avec. C'est souvent, tu dis ça d'un homme sœur ou d'un amour. Je suis comme, c'est mon frère. Ouais, mais ça peut être tellement plus grand que tout, hein? Ouais. Merci, Frédéric. Ben, merci Mon Dieu, toi. que c'est inspirant, que ça fait du bien d'entendre des histoires comme ça. C'est Vraiment. Ouais. Parce que c'est pas simple, la prochaine danse. Puis il y a des histoires qui sont très, très difficiles. Fait que c'est vraiment, ça donne de la lumière puis ça donne de l'espoir de voir que, ben, regarde, il y en a pour qui ça fonctionne puis que ça peut aller très, très loin dans le destin puis dans l'éternité de la vie, tu sais. Puis au final, tu sais, la prochaine danse, ça reste ça, c'est de l'amour. Ce n'est que ça. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau. Et malgré les difficultés qui viennent avec ça, jeune, moins jeune, ce n'est que de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a de plus pur? Puis de quoi on a plus besoin en ce moment que de l'amour? Pas grand-chose. C'est le bon mot de la fin, je pense. Merci. Merci à toi. Je m'entretiens maintenant avec Caroline Morier, qui est depuis 3 ans intervenante psychosociale au Carrefour en santé mentale pour les familles et l'entourage. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. C'est la première fois là, que tu te retrouves, Caroline, en entrevue. Oui. T'as-tu des papillons? Un petit peu. T'as-tu mal dormi hier? Oui. Ça va bien dormir ce soir, hein? Probablement. Parle-nous, Caroline, parce que je le disais juste d'entrée de jeu que c'est fou à quel point il y en a des services quand même, puis il y a tellement de choses qu'on sait pas, qu'on connaît pas. Alors, ce carrefour-là en santé mentale pour les familles et l'entourage, quel genre de services on retrouve à cet endroit-là? En fait, on offre plein de services quand même. On a plusieurs programmes, mais globalement, notre mission, c'est d'accompagner, de soutenir puis d'outiller les proches aidants en santé mentale. Donc, tout l'entourage et la famille de la personne qui vit avec une problématique de santé mentale. Donc, on va offrir en fait des rencontres de nature psychosociale, donc de soutien, qui va correspondre aux besoins de la famille, du parent, ou ça peut être amis, conjoints, employeurs. T'sais, nous, l'entourage, c'est très large. Donc, on va leur offrir en fait des rencontres adaptées à leurs besoins individuels, couple, familial. On va aussi offrir des ateliers, des groupes de soutien, des conférences. Fait que c'est vraiment très large, mais tout dans le but de les soutenir, de les accompagner, mais aussi de développer leur pouvoir d'agir et de, en fait, encourager le lien dans la famille. Énormément. C'était toute ma liste d'épiceries que j'avais à aborder avec toi. Mais en même temps, je trouve ça très rassurant parce que très souvent, peu importe la maladie, que ce soit être atteint d'un cancer, l'Alzheimer, le Parkinson, tout ça, puis je dis pas ces causes-là, mais il y a tellement de causes différentes. Puis très souvent, on dit, ben tu sais, l'aider, la personne malade ou atteinte d'une maladie, a beaucoup de services, souvent, mais que très souvent, l'entourage, la famille, il me semble qu'il n'y a pas souvent ou il n'y a pas beaucoup de services, alors que c'est ça, vous autres, vous êtes là vraiment pour les proches aidants et ultimement, c'est de garder le lien, mais en même temps, dans la proche aidance, vivre avec quelqu'un ou avoir un enfant ou un conjoint ou peu importe qui souffre de santé mentale, de problèmes de santé mentale,
ça doit être doublement chargé, je trouve, comme responsabilité, parce que là, ça peut toucher à notre santé mentale aussi, là. Oui. Alors, mettons, moi, j'ai un enfant, j'ai un fils qui a des problèmes de santé mentale, je le sais depuis toujours, mettons, c'est que c'est un enfant qui a été suivi, qui a été médicamenté, tout ça, mais qu'on arrive peut-être dans une période d'adolescence où là, il y a peut-être de la consommation qui a embarqué là-dedans, les parents perdent le contrôle encore plus de la situation. Alors, on peut aller cogner à la porte chez vous. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Mettons cet exemple type-là, là, vous devez avoir vu ça. C'est quoi le processus? Mais en fait, ça varie beaucoup. Puis c'est sûr que souvent, on va avoir l'impression que les gens le savent depuis l'enfance. Puis je dirais, en fait, que davantage, nous, notre clientèle, ça va soit ils vont le savoir un peu depuis l'enfance, ou des fois, c'est vraiment très soudain, plus tard dans l'âge adulte. Ils Donc, comprennent pas ce qui arrive à leur enfant, puis ils découvrent exactement. finalement qu'il y a des problèmes de Oui, santé mentale. oui, beaucoup plus tard, ou sinon, ils vont se présenter de manière beaucoup plus tardive, vers 25 ans, 30 ans, 35 ans. Fait qu'il y a pas vraiment de cas de type non plus dans la santé mentale tout court. Mais en général, les gens, quand ils viennent cogner à notre porte, la première chose qu'on va faire, c'est écouter leur histoire. On va se déposer avec eux. On va regarder c'est quoi qui se passe, c'est quoi le besoin. Puis le besoin d'une famille A sera pas nécessairement le besoin d'une famille B non plus. Et des fois, la famille A, ça va être un petit peu plus de sensibilisation, d'éducation, mieux comprendre, mieux naviguer entre les services. Mais des fois, la famille B vont arriver en crise aussi. Donc, premier épisode psychotique, il va y avoir de la consommation, ils vont être complètement déboussolés. Puis, on n'est même pas à l'étape nécessairement, oui, il faut qu'on se dépose, mais on est beaucoup plus dans la crise. Donc, là, il faut agir, puis il faut agir hier. Oui. Donc, oui. On est dans l'urgence. Tout à fait. Puis c'est quelque chose qui se présente de plus en plus aussi, l'urgence. Donc, en fait, le visage de la proche aidance a aussi complètement changé dans les 3 dernières années. En tout cas, depuis que moi, je suis au Carrefour, c'est plus du tout la même chose qui se passe. Donc, Il faut dire que depuis la pandémie aussi, il y a eu toute une explosion ou une révélation au niveau de la santé mentale au Québec, au pays, dans le monde, en fait. Mais on parle du Québec, là. C'est incroyable là, comment le taux d'anxiété, on vit dans une société où il y a beaucoup de taux d'anxiété, de dépression. La santé mentale est vraiment au cœur de notre société, sous toutes ses formes, on dirait, ces dernières années, hein? Oui, puis, tu sais, des fois, c'est sûr, c'est de regarder est-ce que c'est l'œuf ou la poule. Donc, est-ce que ça a toujours été là et la pandémie a juste démontré davantage que c'était présent, ou ça s'est développé à travers les années. Mais c'est sûr qu'on est dans un contexte de société qui a jamais été aussi anxiogène. Puis c'est sûr que on l'a tous vécu, là, passer à côté d'un campement. Hein? Oui. De personnes en situation d'itinérance. Donc, le coût de la vie, l'itinérance. L'anxiété, tout ce qui se passe. Exactement. Là. Il y a tellement de choses présentement qui peuvent générer de l'anxiété, qui peuvent aussi rendre toute la population vulnérable. Ce qui fait en sorte aussi que veut pas toutes les situations, que ce soit en proche aidance ou ailleurs, et particulièrement la santé mentale, va s'en retrouver affectée. D'où pourquoi il y a une augmentation aussi des crises. Et évidemment, ça touche en fait les proches aidants. Parce que leurs proches viennent plus juste avec des... Puis juste, on s'entend, je vais le mettre entre guillemets, parce que c'est déjà, comme tu le nommais, une charge tellement lourde au niveau de la santé mentale, mais ils viennent avec une problématique de santé mentale, avec une problématique de toxicomanie qu'on voit de plus en plus souvent. Ils vont venir également avec un contexte, par exemple, d'itinérance, le logement, les difficultés financières. Donc, des fois, ça s'ajoute tellement, puis les proches sont complètement démunis par rapport à ça. Les parents, moi, je pense là, automatiquement, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, mais c'est d'être démunis. Donc, on va chercher des outils chez vous. On va aller chercher des munitions pour nous tenir debout. Puis, donc, ces munitions-là, vous allez leur apprendre aussi, j'imagine, à se protéger, à lâcher prise. Il y a toutes sortes d'étapes, là, j'imagine, qui doivent être très difficiles aussi. Oui, tout à fait. Puis c'est sûr qu'on peut aller dans beaucoup se préserver soi-même, prendre soin de soi, mais on est aussi beaucoup dans sortir de l'étiquette aussi que la santé mentale, c'est quelque chose qui est nécessairement péjoratif parce qu'il y a toujours des forces aussi. Hein? C'est tout le temps deux côtés d'une médaille. Donc, c'est aussi de revoir cette vision-là et de sortir également de « c'est toi contre moi ».
Parce que des fois, on a un petit peu cette impression-là. Les proches arrivent puis ils se disent, ben moi, quand j'ai appelé certains services ou mes amis ou quoi que ce soit me disent, coupe les liens, c'est pas sain pour toi. Et ça fait pas sens pour. Pas pour tout le monde, en tout Ben cas, non, hein, pas. c'est sûr. Des fois, oui. Mais en général, on se retrouve dans les proches aidants contre les personnes aidées. En Et santé pourtant, mentale, je pense que c'est les gens atteints de problèmes de santé mentale déjà pensent que tout le monde est contre eux. Hein, j'imagine que c'est très naturel de... ben c'est sûr que ça va tellement dépendre, ça va prendre plusieurs facettes, mais nous, on veut sortir, en fait, de c'est toi contre moi, mais c'est plus nous ensemble dans ce qu'on vit. Ouais. Donc, d'où pourquoi on se base beaucoup plus sur, évidemment, les besoins de la personne. Il y a des gens qui nous viennent, qui disent « Faut que j'apprenne à mieux communiquer avec mon proche. Faut que j'apprenne à mieux identifier mes limites. Faut que C'est ça j'apprenne que à vous leur prendre soin apprenez, de hein? moi. » Ça, oui, on peut apprendre ça, mais on focalise énormément sur rétablir le lien. Puis de revoir s'il y a un lien à rétablir ou non, mais on focus énormément sur le lien. Parce qu'en général, c'est des familles, c'est des gens qui s'aiment. Ben oui, à la base. Mais j'aime votre approche, c'est le open dialogue. C'est quoi ça? Donc, la discussion ouverte ou l'échange ouvert ou le... Ouais. Oui. Ben en fait, c'est une approche qu'on a commencé en fait à se former. Que, bon, de manière francophone, on appelle ça le dialogue ouvert. Mais c'est une approche qui a pris naissance en Finlande. Et on a commencé justement à prendre des cours, en fait, avec un des fondateurs de l'approche, donc Jaakko Sekula. Je m'excuse déjà si je dis mal son nom. Donc, c'est son approche à lui. Oui, ça. exactement, qui a développé avec une équipe de chercheurs vers 1980. Bon, OK. je m'excuse de mes références. Les années 80, oui. Oui, et en fait, c'est avec l'Université de Montréal qu'on est en train de se former. C'est un nouveau cours. Puis c'est une approche qui commence, en fait, à arriver au Québec. Donc, Donc, c'est quoi cette approche-là, en fait? ça le dit, en fait, dialogue ouvert. Oui. Donc, le but, en fait, c'est de travailler ensemble, déjà de base. Donc, c'est de prendre toutes les personnes significatives d'une personne qui vit avec une problématique de santé mentale, OK. ou pour nous, ça serait notre clientèle, donc les proches aidants en santé mentale, et de toutes les réunir dans une même pièce. Donc, nous comme intervenants, la famille, la personne concernée, ses intervenants, et de partir de c'est quoi les besoins de cette famille-là et ne pas nécessairement diriger l'entrevue. Donc, souvent, on va dire, on va toutes les réunir ensemble, mais on va dire comment qu'on utilise ce temps-là aujourd'hui. Puis, on Puis se là, tout le base monde sur se met à parler, parce que j'imagine que c'est chargé émotionnellement. Exactement. Puis c'est sûr que nous, on veut s'inspirer parce que ça va être difficile, on croit, à remettre exactement de la même manière parce qu'il y a plusieurs principes, plusieurs choses dans cette approche-là. Mais on veut s'inspirer du mieux pour aller dans le sens qui est de reconnecter des humains entre humains. Puis de partir de là, dans cette idée-là de le lien est important et mettre des mots sur les mots, ça guérit. Le lien, hein? Mhm. Ne jamais perdre le lien, en fait, hein? En effet, puis en fait, les proches aidants et les personnes qui vivent avec des enjeux de santé mentale, souvent, ce qu'ils ont besoin, c'est un lien. Parce que souvent, ils ont perdu tous les liens. Mhm. Hein? Les liens de la société sont isolés, les parents, ils vont les rejeter. Il y a beaucoup ça dans tout ça, hein? Mhm. Mais c'est sûr que je dirais qu'en général, les parents ou l'entourage ne va pas nécessairement les rejeter. Tu sais, le lien va changer, mais il y a beaucoup de culpabilité aussi parmi les proches aidants. Il va y avoir de la culpabilité, de l'impuissance, toute cette anxiété-là, l'inquiétude qui va se présenter. Mais aussi, c'est beaucoup de l'incompréhension de l'autre. Donc, des fois, des gens qui vont justement ils vont se préserver de tout ça, ils vont couper les liens, mais c'était pas ça qu'ils voulaient. Donc, de mettre des mots, de réunir ces gens-là, c'est ce qu'on veut. Parce que si une pause à avoir dans la relation, ben au moins ça va être fait en toute connaissance de cause, sans malentendu. Oui, puis c'est de les éduquer, hein? C'est de les coacher, en fait, à voir, puis à croire, puis y croire, en fait, qu'on peut passer à travers, puis on peut réussir à avoir un dialogue ensemble, puis trouver des solutions pour vivre peut-être un peu de loin, mais qu'on peut avoir ce lien-là familial, si on parle d'une famille ou... Oui. Mhm. Ben merci infiniment. Notez ça, Carrefour en santé mentale pour les familles et l'entourage. On prend ça en note. Merci infiniment, Caroline. Merci. Bonne route, merci. Oui, plaisir. Merci.
Et voilà qui conclut cet épisode des Histoires qui résonnent, le balado des proches aidants. Un grand merci à mes invités Joanie Dupré-Roussel, Frédéric Dufort et Caroline Morier pour votre authenticité, votre volonté aussi de sensibiliser notre société à la différence. Et vous le savez, vos témoignages contribuent à changer le regard et à bâtir un monde plus inclusif. Alors, si vous vous êtes reconnu dans ces histoires-là ou si vous connaissez quelqu'un qui vit cette réalité, n'hésitez pas à contacter Info Aidant au 1-855-852-7784 ou par courriel à info-aidant@l'appui.org. Sachez aussi que le site de l'Appui regorge de conseils pratiques pour mieux vivre votre quotidien de proche aidant. Vous allez trouver des outils concrets pour vous accompagner. Et pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur le syndrome de Treacher-Collins ou sur l'autisme, il y a plusieurs organismes qui offrent de l'information et du soutien. Alors, n'hésitez pas à les contacter. Je vous dirais que d'ici notre prochaine rencontre, souvenez-vous que chaque geste de bienveillance compte pour construire une société plus inclusive. Alors, prenez soin de vous et continuons ensemble à poser un regard empreint de compassion pour ceux qui nous entourent. D'ici la prochaine rencontre qu'on aura, prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez. À très bientôt.